Bonjour Alexandre, bienvenue dans ce podcast où on accueille nos clients, nos partenaires et je suis ravi de te recevoir aujourd'hui, donc bienvenue à toi. Salut Ellie, merci de m'avoir invité sur ce podcast et hâte d'échanger avec toi aujourd'hui. Trop cool, tout le plaisir est pour moi. Pour commencer, tout simplement j'aimerais que tu te présentes à nos auditeurs, que tu en dises un petit peu plus sur ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui. Alors moi c'est Alexandre, ancien start-upper et aujourd'hui je suis devenu expert en financement public. J'ai eu la chance de pouvoir créer mon propre projet entrepreneurial, d'en faire une start-up, une entreprise. Et puis la vie a fait que j'ai changé de chemin et qu'aujourd'hui justement j'accompagne des start-up à ne pas reproduire les mêmes erreurs que j'ai pu produire et justement de les aider à optimiser ou en tout cas à les aider à obtenir des dispositifs d'aide publique pour justement les aider à financer leurs projets. Trop bien. Bienvenue du coup. Merci. C'est vrai que nos deux métiers sont hyper complémentaires. On en reparlera par la suite, dans le sens où nous, avec Wake Partners, on est vraiment sur la partie dilutive, où on va faire des levées de fonds. Et toi, ton activité vient en complément sur la partie non dilutive. C'est ce qu'on va voir juste après. Tu parlais que tu as été toi-même entrepreneur, que tu as monté ta startup. Il me semble que c'était quand tu étais étudiant. Comment ça s'est passé? Comment ça se passe quand on est étudiant et qu'on veut monter une startup? Comment ça se passe quand on est étudiant, qu'on veut monter une start-up? Alors la genèse, c'est que j'étais étudiant en management, finance, et en tant qu'étudiant, on a souvent des jobs à côté, et je travaillais sur une plateforme téléphonique de prise de rendez-vous, donc sur du secrétariat médical. Ok. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'avais le pédiatre de Monica Bellucci, enfin de ses enfants, Ok. donc on l'avait de temps en temps au téléphone, donc elle est très gentille d'ailleurs, elle est très très sympa. Et justement, il y avait une problématique à ce moment-là que je me posais comme question, c'est que les gens, il y avait des créneaux d'urgence qui étaient disponibles, mais les gens, ils trouvaient jamais de rendez-vous. Ok. Et parfois, en fait, ce qui se passait, c'est que j'avais des médecins qui avaient de la place, d'autres qui n'avaient pas de place, et donc on m'appelait sur un médecin où il n'y avait pas de place, mais j'avais pas le droit de le rediriger sur le médecin juste à côté. Ok. Et donc je me suis dit, mince, comment on pourrait répondre en fait à ce besoin, parce qu'il y a un réel besoin, et je me suis dit, ce serait top si on pouvait prendre rendez-vous par Internet. Parce qu'à l'époque, donc c'était en 2015, on pouvait prendre principalement rendez-vous par téléphone, donc soit en appelant directement son médecin, ou soit justement en appelant des standards comme nous, des télésecrétariats. Et Ok. c'était vraiment, il n'y avait pas encore de rendez-vous sur Internet. Et donc, je me suis renseigné, j'ai fait une étude de marché. Et d'ailleurs, sur cette étude de marché, j'ai vu qu'il y avait 4,3 milliards de rendez-vous qui étaient pris par an, donc ça c'était en 2015, et que 172 millions sur Internet, donc c'était vraiment les prémices. Ok. J'ai commencé un petit peu à regarder mon marché, donc je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire, et je vois sur le, le, le marché que effectivement, il y a déjà des boîtes en place, notamment Rendez-vous médicaux, qui est Mhm. soutenu par Vivendi, et une entreprise qui est assez connue de tous, qui est Doctolib. Ok. Mais c'était vraiment les tout débuts. Et donc, ils avaient juste une plateforme en ligne et c'était vraiment les débuts. Et à ce moment-là, moi, à la fac, donc je rentre en deuxième année de master et on a un stage à faire. Et pendant mon cursus, on a une matière qui s'appelle Challenge stratégique. Et à ce moment-là, on doit se dire, soit on travaillait pour une entreprise, donc sur un projet stratégique, ou soit on pouvait monter notre propre entreprise. Et j'ai soumis mon projet. Trop bien. À partir de là, j'ai pu obtenir un statut spécifique parce que justement, l'objectif après, c'était de faire mon stage sur mon projet entrepreneurial. Et je suis devenu étudiant entrepreneur. Ok. Donc, c'est un statut particulier qui permet aux étudiants de pouvoir monter leur propre start-up au sein de l'école, donc pendant le cursus scolaire. Ok. Et c'était quoi, justement, en tant qu'étudiant, le plus gros frein auquel tu as été confronté? Le plus gros frein, c'était le frein personnel et financier, c'est Mhm. que j'ai fait mon stage sur mon projet entrepreneurial, donc j'étais pas rémunéré, donc Ouais. sur les stages de dernière année, on est rémunéré, donc ce qui fait que durant mon stage, où j'ai essayé de créer mon entreprise, j'ai dû aussi travailler à côté, donc toujours garder cet emploi-là, et donc développer la start-up, faire développer travailler à côté, faire le mémoire de fin d'études, Ouais. les partiels aussi, donc il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de problématiques en même temps. Ok, incroyable. Et jusqu'où t'es allé avec ce projet? Alors, jusqu'où je suis allé, j'ai fait des concours entrepreneuriaux au sein du PEPS, donc qui est le pôle entrepreneurial du pôle Paris-Saclay. Donc, c'est donc les pépites Mhm. principalement. Et j'ai fait différents concours et j'ai rencontré un incubateur qui s'appelle Incubaliance et je leur ai vendu un PowerPoint. Ok. Quand je dis que je leur ai vendu un PowerPoint, c'est qu'ils avaient un programme où ils accompagnent uniquement des deep tech. Et sur ce programme-là, j'ai dû pitcher. J'avais 1 minute pour vendre mon projet au téléphone. Ok.
Et donc là, j'ai pris un exemple tout bête. Ma proposition de valeur, c'était là, si on sort, tu te lèves et tu te bloques le dos, là, tu es assez embêté. Et mon objectif, c'était de pouvoir te trouver un ostéopathe dans les 24 heures. Ok. Voilà, ou un médecin, n'importe quelle discipline, mais on a commencé sur les ostéos. Et donc, je lui ai pitché ça au téléphone, avec un modèle économique différenciant de ce que je faisais de Doctolib à l'époque. Et donc, j'ai intégré ce programme. Durant ce programme, ils ont bien secoué mon projet sur la proposition de valeur. J'ai eu un accompagnement sur la partie financière, comment créer un business plan, sur la partie marketing, cibler mon marché, segmenter, ciblage, et puis aussi comment monter un prévisionnel et créer une ambition de comment définir justement le chiffre d'affaires qu'on va générer. Et bien entendu, ensuite, j'ai pu rencontrer les différents acteurs de l'écosystème. Donc à l'époque, la French Tech Paris-Saclay n'existait pas. Donc là, on est en 2016. Et à ce moment-là, ce qui existait, c'était Réseau Entreprendre sur la partie prêt d'honneur. Et il y avait Finance et Technologie, je crois que c'était le nom du réseau de Business Angels, pour après lever des fonds. Ok. Et c'est là où, suite à ça, j'ai commencé à me poser la question j'avais commencé à développer un POC. Donc justement, une première plateforme pour simuler la prise de rendez-vous sur des OCO en moins de 24 heures. Mm-hmm. J'arrivais pas en moins de 24 heures, mais en moins de 48 heures, j'arrivais à trouver des ostéos. Et ensuite, c'était comment développer le marché. Et à ce moment-là, en fait, Doctolib a levé 15 millions d'euros et je me suis dit, faut peut-être que j'aille lever des fonds. Et j'ai commencé à rechercher des fonds et on ne sait pas par où commencer. La chance que j'avais, c'est que je viens d'une filière économique et gestion, donc on fait du capital risque, donc j'avais quelques bases. Et donc, j'ai rencontré différents business angels, donc j'étais pas mal challengé justement sur mon business plan, sur mes dépenses, mais aussi à côté, on nous parlait d'aide publique. Et moi, je comprenais pas comment ça fonctionnait au départ. Donc, l'incubateur, il nous explique un petit peu qu'on a le droit à des aides publiques, mais il n'y a pas plus d'informations que ça. Ok. Et donc, j'ai essayé de me débrouiller. Donc, j'ai trouvé un premier accord donc pas avec un business angel, mais avec un investisseur privé, qui me proposait donc c'était l'ancien actionnaire en fait de mon patron où je travaillais en tant qu'étudiant, qui me proposait d'investir 70 000 euros. Ok. Avec ces 70 000 euros, je pouvais obtenir un prêt d'honneur aussi, donc j'avais été voir auprès de Réseau Entreprendre et j'étais plutôt bien avancé pour aller chercher un prêt d'honneur de 35 000 euros. Et ensuite, je pouvais aller chercher la même chose en non dilutif auprès de BPI de 35 000 euros. Il y a plein d'indicateurs là qui laissent comprendre la suite et donc qui t'ont amené vers ces nouvelles sources de financement donc public. Donc c'est ton expertise aujourd'hui, c'est ça ? C'est ça. Et justement, donc une fois qu'il y a eu ces 140 000 euros, j'aurais pu lever. Alors j'aurais pu lever, c'est que je me suis arrêté à ce moment-là. C'est qu'au même moment, Doctolib avait levé 15 millions d'euros et a investi massivement sur la partie commerciale. Moi, j'avais encore des problématiques techniques, notamment sur les lois, sur les données de santé. Donc avant, c'était très réglementé. Donc c'est Doctolib qui a cassé justement et qui a réussi à ouvrir et à assouplir la loi sur les données de santé. Et il venait de lever donc 15 millions pour la partie commerciale et marketing. Okay. Et en fait, un matin, j'essayais de développer ma startup. J'avais vraiment le nez dedans. Je dormais pas. C'était école, travail. J'essayais de développer la startup. Enfin, tu vois pas le bout du tunnel. Hein, t'enchaînes. Et un matin, je prends le métro pour aller au travail et je vois en 4x3 dans le métro Doctolib. Et à ce moment-là, en fait, j'ai eu un flash. Et je me suis rappelé qu'au début, quand on était sur les navigateurs Internet, on tapait Lycos, voilà. Mm-hmm. Et après, on tapait Google. Et en fait, ce qu'a réussi à faire Doctolib, c'est qu'au départ, on tapait rendez-vous médical en ligne. Ouais. Et en fait, ce qu'a réussi à faire Doctolib, c'est qu'on tape Doctolib sur Google. Okay. Et je me suis dit, c'est plus 140 000 euros qu'il me faut, mais c'est 140 millions pour pouvoir redépasser Doctolib, en fait, sur cet aspect marketing et commercial. Ouais, il y avait un gros train d'avance qui était trop compliqué à rattraper. Mais j'imagine que ça a quand même été une bonne expérience et tu as appris plein de choses. Non, c'était fou. Et puis, j'ai pu faire la chance de faire mon stage de fin d'études dessus, de me rapprocher de tout un écosystème. Et non, c'était hyper stimulant. Ok. Et donc après cette expérience, qu'est-ce que tu as fait pour en arriver aujourd'hui où tu travailles donc, chez Sogedev, pour ne pas les citer? Donc avant d'arriver chez Sogedev, effectivement, donc après cette désillusion, tout simplement du côté entrepreneurial, j'ai réfléchi à ce que pouvait faire mon diplôme, et mon diplôme me formait à être consultant, notamment consultant en stratégie ou en management. Donc j'ai commencé à travailler dans un cabinet de conseil en lean manufacturing, et j'ai travaillé dedans pendant 6 mois. Donc j'ai vu des projets super intéressants, mais ça me correspondait pas.
En fait, le conseil en management, c'est on applique une méthodologie, il faut abattre beaucoup de travail. Donc, j'avais cette capacité grâce à mon expérience entrepreneuriale, mais il me manquait quelque chose. Ok. Donc, je me suis penché sur quel métier me permettrait d'être salarié, mais aussi entrepreneur. Et naturellement, je me suis tourné vers le métier de commercial. Et donc, j'ai eu différentes expériences commerciales, notamment dans le monde industriel, Ok. notamment dans un distributeur de transmission mécanique. Et j'ai vu différents projets. Donc, j'ai travaillé dedans pendant 2 ans et demi, 3 ans. Mais il y a quelque chose qui me manquait. Ok. Et cette chose qui me manquait, c'était un petit peu justement cet aspect start-up, tech. Et voilà, l'industriel, c'est top. Hein, l'industrie, il y a énormément de choses à voir. Mais il y a un truc qui me manquait. Et à ce moment-là, j'ai un ami qui travaillait dans une banque d'affaires. Ok. Et il m'a dit, mais mec, pourquoi tu me ferais pas de l'apport d'affaires? Il me reparlait de tech, de start-up. Et j'ai dit, bah, tu sais quoi, on essaye. Et donc, je me suis mis à mon compte en tant qu'apporteur d'affaires. Et j'ai repris contact avec tout mon réseau. Ok. Donc tout l'écosystème tech avec l'incubateur. Donc là, j'ai aussi rencontré la French Tech et j'ai commencé à rencontrer quelques startups et quelques leveurs de fonds. Et effectivement, en tant qu'apporteur d'affaires, parfois on gagne et parfois on gagne pas. Et les projets perso, aujourd'hui j'ai 35 ans, font que la vie, il y a besoin de stabilité. Et j'ai rencontré la route de Sogedev qui aujourd'hui m'a proposé de travailler sur la partie non dilutive, et justement sur les aides publiques. Et je me suis rappelé qu'effectivement, moi, quand j'étais entrepreneur, j'aurais bien aimé en fait rencontrer une entreprise comme ça qui puisse me dire à quoi j'ai le droit et me faire une roadmap, en tout cas m'expliquer comment atteindre ces aides-là et comment m'aider à utiliser ces dispositifs pour financer mon projet. Et donc aujourd'hui, Sogedev, si tu devrais nous la présenter en une phrase, qu'est-ce que c'est que Sogedev? Sogedev, c'est un cabinet de conseil opérationnel en financement public. Notre métier, justement, c'est d'aider les startups à décharger cette partie-là, à les aider à identifier les bons dispositifs et les aider à les obtenir et à sécuriser les dispositifs fiscaux. Ok. Et c'est une société qui existe depuis assez longtemps, je crois. C'est ça, c'est une société qui existe depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Ok. Et cette société, quand tu es arrivé dedans, donc j'imagine que tu avais ton background en tant que start-upper, entrepreneur, tu t'étais aussi auto-formé. Quels outils ils ont pu aussi te donner pour que tu puisses monter toi en compétence sur la connaissance du marché en général et de tous ces dispositifs-là? Alors effectivement, quand je suis arrivé chez Sogedev, j'avais une très bonne connaissance de la partie equity, donc tout ce qui est financement privé et le fonctionnement d'une startup. Eux, ils m'ont appris justement quelles sont les aides publiques, comment ça fonctionne, les règles et les dispositifs fiscaux. Okay. Donc ils m'ont apporté toute cette partie-là, tout ce triptyque de financement qui aujourd'hui est le financement public. Donc ça correspond les aides et les subventions et tout ce qui correspond aux dispositifs fiscaux, les crédits d'impôt et le statut jeune entreprise innovante. Ok. Et donc pour continuer dans cette direction-là, si tu devais on entend souvent parler sur les réseaux de financement non dilutif, si tu devais me définir très rapidement ce que c'est que le financement non dilutif. Alors, le financement déjà, le financement d'entreprise, il y a 4 manières, 4 plus 1 manière de se financer. Okay. La première, qui est utilisée généralement plutôt par les entreprises traditionnelles, c'est ce qui revient aussi beaucoup aujourd'hui, je dirais pas à la mode, mais ce qui est beaucoup plus utilisé aujourd'hui par les startups, c'est le bootstrap. C'est-à-dire que tu vas générer du chiffre d'affaires. Sur ce chiffre d'affaires, tu génères une rentabilité. Et sur ce bénéfice, sur cette rentabilité, tu réinvestis. Donc, ça te permet de croître. Après, pour aujourd'hui accélérer et obtenir des financements et pouvoir accélérer sa croissance beaucoup plus rapidement, il y a différents types de financement. Un qui est dilutif et 3 autres qui sont non dilutifs. Okay. Donc sur le financement dilutif, ça va être la prise de participation, donc la levée de fonds, que ce soit par des business angels, par des venture capital ou encore par des CVC. Donc c'est tous les financements dilutifs, c'est tout ce qui prend des parts dans ta société. Donc tout ce qui est non dilutif, c'est ce qui ne touche pas à ton capital. Okay. Et il y a 3 types de financements non dilutifs qui sont les crédits d'impôt, donc la fiscalité de l'innovation, okay. les aides et subventions, okay. Et le 3e, c'est le financement bancaire. Très bien. On rentrera un petit peu dans les détails de toutes ces choses-là juste après. Est-ce que ces aides-là peuvent s'appliquer à n'importe quelle start-up ou alors il faut vraiment rentrer dans certains critères? Par définition, une start-up, ça va être une entreprise qui veut innover
Et donc, ces dispositifs-là sont justement alloués pour les entreprises qui veulent faire de la R&D et de l'innovation. Effectivement, sur une entreprise plus traditionnelle, ils ne pourraient pas prétendre à ces dispositifs, mais sur toutes les startups tech, ils peuvent tous prétendre. Ok. Peu importe le domaine ou le secteur d'activité, donc c'est ça qui est hyper intéressant. Et justement, quand tu lances ta startup, aujourd'hui, si tu devais le refaire et avec toute l'expérience que tu as, demain, tu lances ta startup, c'est quoi la première aide que tu vas aller essayer d'avoir? Alors demain, si je lance ma startup, de manière générale, hein, quand on commence, enfin en tout cas on crée son entreprise et sa startup, la toute première aide auquel on peut prétendre, c'est la bourse French Tech. Ok. Qu'est-ce que c'est la bourse French Tech? La bourse French Tech, c'est une subvention de 30 000 euros Ok. qui te permet justement de financer ton idée d'en faire un POC. En tout cas, de t'aider à te lancer pour en faire un POC. Ok, c'est fou. Et donc demain, je peux aller voir la French Tech, toc toc, je peux avoir 30 000 euros s'il vous plaît. Alors ça marche pas comme ça. Alors effectivement, ça porte le nom de bourse French Tech, mais c'est pas la French Tech qui finance, c'est le premier dispositif de BPI France. Ok. Donc qui est effectivement une aide de 30 000 euros. Mais les aides publiques en France dépendent aussi des fonds propres. Hein. Tu peux pas venir avec simplement une idée et demander à BPI de te financer ton projet. Ok. Non, il y a des critères pour pouvoir prétendre à ce dispositif. Ok. Et donc demain, je veux avoir ces 30 000 euros. Combien je dois avoir de fonds propres sur la société? Alors, les critères de BPI France ou des aides publiques en général, c'est du 1 pour 1. Donc, c'est pas une règle qui est écrite dans le marbre, mais il faut prendre en compte que les organismes publics ne prendront pas plus de risques que l'entrepreneur lui-même. Et surtout que les aides publiques viennent financer un pourcentage de taux de budget. Ok. C'est-à-dire que, par exemple, sur la bourse French Tech, elle peut venir financer jusqu'à 70% de ton projet. Donc, si tu peux aller chercher 30 000 euros, c'est-à-dire que tu as un projet qui va te coûter 45 000 euros. Ok. Et donc, il faut que tu apportes les 15 000 euros restants. D'accord. Ok. Très clair. Très clair. Et la BPI, pareil, donc on en entend tout le temps parler sur les réseaux, ils sont très présents. Qu'est-ce que c'est? Alors, la BPI, c'est la Banque publique d'investissement. Donc, c'est un organisme financier national. Donc, c'est une banque qui vise à soutenir l'innovation en France, financer justement les entreprises à forte de croissance. Et donc, ils ont différents services. Donc, ils ont un service innovation, ils ont un service equity, ils ont un service conseil, et puis ils ont un service aussi international. Donc, l'objectif, c'est de financer des entreprises à forte innovation ou à forte croissance. Ok, trop bien. Et ça, c'est quand même ouf. En France, on entend souvent dire que l'entrepreneuriat, c'est compliqué, etc., etc. Mais c'est quand même super bien d'avoir ce genre d'organisme avec nous. Ah oui, non, mais c'est ce qui fait aussi, ce qui attire aussi parfois des startups étrangères. Moi, ça arrive que je rencontre des startups qui viennent d'Angleterre, de Belgique, qui veulent justement venir en France et qui se renseignent justement sur les aides publiques en France. Alors, parfois, j'ai une petite anecdote, mais j'ai une startup qui voulait venir en France, qui me dit oui, il y a plein d'aides. Moi, j'ai besoin d'1 million d'euros. Quelles aides je peux prétendre? Mais en gros, je veux aller chercher 1 million d'euros d'aide. Et je dis d'accord, très bien, mais aujourd'hui, justement, quels sont le montant de vos fonds propres? Il me dit j'ai 0. Bah non, malheureusement, là, BPI ou en tout cas les autres organismes financiers publics ne pourront pas venir prendre le risque à ta place. Bah oui, c'est clair. On n'est pas une vache à lait, entre guillemets. C'est ça. BPI n'est pas une vache à lait. Exactement. Mais c'est sûr que non, c'est extraordinaire d'avoir ce type de financement-là et ça aide énormément les startups. Après, il y a des règles, il y a des critères et que quel que soit l'organisme public, ils vont se baser sur 3 critères principaux. Okay. Le premier critère, on en a un petit peu parlé, c'est les fonds propres. C'est-à-dire qu'ils veulent que l'entreprise ait les moyens de financer son projet jusqu'au bout. L'aide, elle est là pour aider à financer le projet, mais elle n'est pas là pour financer tout le projet. Donc, les aides ne dépasseront jamais le montant des fonds propres. Donc, par exemple, tu as 500 000 euros de fonds propres, potentiellement, tu peux aller chercher 500 000 euros d'aide. Ok. Deuxième, c'est le budget. Les aides viennent toujours financer un pourcentage de ton budget. Donc, généralement, ça varie entre 10 et 70%. D'accord. Et le budget que tu planifies dans ton business plan, finalement. C'est ça, exactement. Et le troisième critère, c'est l'impact derrière. C'est pour faire quoi? Est-ce que c'est pour financer de la R&D, de l'innovation? Est-ce que c'est pour financer de la commercialisation? Est-ce que c'est pour financer de l'internationalisation? Ou est-ce que c'est pour financer du BFR? Voilà, donc ça aussi, c'est un des critères. Et donc ces 3 critères sont déterminants pour savoir si tu peux effectivement postuler. J'imagine que ces aides-là n'ont pas vocation à financer du BFR. Non. Okay.
Pour ça, il y a les banques sur le Ouais, prêt. c'est ce que je me dis. Ok, quand je parle avec toi au téléphone sur les différents dossiers qu'on accompagne, tu me parles souvent de CIR, de C2I, de JEI, plein d'acronymes comme ça qui sont un peu barbares. Est-ce que tu peux nous les expliquer et nous les résumer très simplement? Ouais, alors le CIR, C2I, donc c'est des acronymes pour Crédit Impôt Recherche et Crédit Impôt Innovation, Mhm. qui sont des dispositifs fiscaux. Donc c'est des outils de trésorerie qui te permettent d'optimiser ton cash burn. Donc comment ça marche? C'est un dispositif qui te permet de récupérer jusqu'à 30% de tes dépenses de R&D et d'innovation. Ok, et tu les récupères sous forme de crédit d'impôt, c'est-à-dire donc de l'impôt en moins sur ta société, c'est C'est ça? ça, tu as deux façons de le récupérer. C'est soit tu payes de l'IS, tu l'imputes sur ton IS. Donc Mhm. imaginons, tu as 10 000 euros de crédit d'impôt, tu as 10 000 euros d'IS. Donc 10 moins 10, ça fait 0. Et si tu payes pas d'impôt, donc ça te fait moins 10 000 euros Ok, d'impôt. Et donc ces moins 10 000 euros, comment ils se transcrivent? C'est l'administration fiscale tu peux faire une demande de remboursement auprès de l'administration qui vient te rembourser ce crédit d'impôt et c'est du cash qui rentre directement dans ta ah d'accord, trésorerie. je savais pas du tout, je pensais pas du tout que c'était comme ça, je pensais que c'était peut-être reporté sur l'année d'après. Non, c'est Ok. directement du cash. Donc, par exemple, là, on est en avril. Mhm. Et donc, toutes les entreprises qui ont clôturé au 31/12 ont jusqu'au 15 mai pour déclarer leur liasse fiscale. Ok. Et donc, leur crédit d'impôt se déclare en même temps. Ok. Et donc, ensuite, la plupart des startups qui déclarent du crédit d'impôt vont demander le remboursement. Et généralement, ce remboursement arrive en juillet-septembre. Ok, trop bien. Et qu'est-ce qui est considéré comme de la recherche par l'administration fiscale? Alors, c'est régi par différentes règles, notamment sur le manuel de Frascati qui définit les critères de la R&D. Ok. Donc la R&D, si je le vulgarise un petit peu, c'est de l'apport de connaissances nouvelles. Donc si on prend un exemple, c'est que vous avez une idée, enfin vous avez un projet et face à ce projet, vous allez vous retrouver vous allez avoir des verrous, Ok. des verrous technologiques, des verrous scientifiques. Et quand on est face à une barrière, généralement on regarde sur le côté comment on peut s'en sortir. Et donc on vient regarder l'état des connaissances actuelles. C'est ce qu'on appelle un état de l'art. Si l'état des connaissances actuelles ne te permet pas de lever ce verrou, tu vas mettre en place de la recherche et développement. Ok. Et à la suite de ça, tu vas obtenir un résultat. Et ce résultat, il est positif ou négatif, mais il apporte de la connaissance nouvelle. Donc ça, c'est ce que vient valoriser la R&D. Donc ça, c'est le crédit impôt recherche. On vient valoriser des travaux de R&D. Là où le crédit impôt innovation, lui, vient valoriser des dépenses d'innovation. Et il vient surtout valoriser un produit qui est nouveau sur un marché. Et sur ce marché, il faut pouvoir te démontrer par rapport à tes concurrents. Donc, suivant des critères qui sont régis par ce qu'on appelle les critères d'Oslo. Donc, il y a 4 critères d'innovation qui sont fonctionnalité, performance, éco-conception ou ergonomie. Ok. Hyper intéressant. Et les dépenses en tant que telles qui vont être prises en compte, c'est quoi? C'est le salaire des chercheurs? C'est de l'achat de matériel? Comment ça se concrétise? C'est ça, donc il y a donc les dépenses qui sont éligibles au crédit impôt recherche, crédit impôt innovation sont les dépenses de personnel. Donc le crédit impôt recherche, lui, il y a une notion de diplôme, donc ça va être les docteurs, les ingénieurs. Là où le crédit impôt innovation, il n'y a pas cette notion de diplôme. Ok. Donc ça va être toute personne travaillant sur des sujets de recherche, de développement ou qui travaille sur des sujets d'innovation. Ok. Ça, c'est la première dépense. Deuxième dépense, ce sont les frais de sous-traitance. C'est-à-dire que quand tu fais de la R&D ou de l'innovation, tu peux faire appel à des sous-traitants. Ok. Là-dessus, je mets un petit conseil. Souvent, il y a des startups qui n'ont pas les moyens de recruter en interne et passent par des entreprises pour faire du développement. Et c'est très, très important de passer par des entreprises agréées au titre du CIR ou du C2I, parce que seulement les entreprises agréées au titre du CIR ou du C2I, on peut récupérer jusqu'à 30% de ces factures. Et si jamais c'est pas agréé, c'est 0. Ok. Et comment ces entreprises peuvent être agréées, justement? Alors, il y a sur le site du ministère, il y a justement toutes les entreprises qui sont listées, qui sont agréées au CIR ou au C2I. Sinon, généralement, tu leur demandes. S'ils ne savent pas, c'est qu'ils ne le sont pas. Et si jamais, par exemple, tu t'entends bien avec un prestataire, donc nous, ça nous est déjà arrivé d'accompagner, il y a une startup qui me dit, voilà, moi, je travaille avec ce prestataire-là, on est dans les clous parce qu'il y a des dates pour déposer les agréments. Comment je fais pour qu'il soit agréé? Et donc, là-dessus, l'entreprise, elle peut le faire soi-même ou passer par un tiers comme nous pour faire une demande d'agrément auprès de l'administration fiscale. Ok. Et ce qu'il faut démontrer, c'est que le sous-traitant est en capacité de produire des travaux de R&D ou d'innovation. Ok. Hyper clair. Toute cette partie financement non dilutif, à quel moment de la vie ça apparaît?
dans la startup? Est-ce que c'est forcément au début ou est-ce qu'il y a des gens qui candidatent à la bourse French Tech ou à d'autres aides beaucoup plus tard dans leur cycle de vie? Alors, la bourse French Tech, on a 1 an pour la demander. Ok. Donc, quand on crée sa startup, c'est vraiment la toute première aide à demander parce qu'on n'a que 1 an pour la demander. Ok. Pour les autres dispositifs, ça va dépendre du cycle de vie et de maturité de l'entreprise. Par exemple, il y a certaines entreprises très tech, par exemple, qui vont, je pense à une société que j'accompagne, qui est une biotech, qui a recruté dès le départ un docteur, donc il allait avoir des frais. Et dès le départ, c'était pertinent de mettre en place le statut jeune entreprise innovante, qui permet d'abaisser les cotisations patronales. Donc ça, c'est pertinent. Par contre, une société qui n'a pas encore embauché, mais qui veut être statut jeune entreprise innovante, il n'y a pas d'intérêt. Oui. Voilà, donc il y a des timings en fait pour mettre en place ces différents dispositifs. Pareil pour les aides publiques et les subventions. Ok. C'est-à-dire que pour aller chercher une aide publique, il y a des timelines. Donc la première aide, c'est dès le départ, mais ensuite, ça va dépendre de tes fonds propres. Donc ça va dépendre de là où toi, tu en es. Ok. Et ces aides-là, il n'y a pas non plus de limite dans le temps. Peut-être qu'une startup qui existe depuis 10-15 ans peut toujours en percevoir petit à petit, chaque année, en fonction des dépenses, etc. Alors, plus la startup... alors, c'est vrai et faux en même temps. C'est que plus la startup avance, plus normalement elle est mature, et donc moins elle a besoin d'aide publique pour se financer. Ok. Donc, généralement, c'est surtout sur les premières années, on va avoir besoin de ces aides publiques-là pour financer ces projets de R&D. Mais par contre, une startup assez mûre, ou même si on prend une PME ou une scale-up, qui, par exemple, a déjà fait un premier produit, a fait de la R&D, ensuite de l'innovation, elle commercialise son produit, et ensuite elle développe un nouveau produit qui est ultra technologique. Là, elle peut demander à nouveau des aides publiques. Ok, hyper intéressant. On entend souvent parler, en tout cas moi, dans mon métier de leveur de fonds, j'en entends très souvent parler de la complémentarité entre la levée de fonds et le financement non dilutif. Quel est le lien entre les deux et pourquoi on parle de certains leviers, etc. Qu'est-ce que tu en connais? Comme on l'a dit, c'est vrai que pour avoir des aides publiques, il faut avoir des fonds propres. Et généralement, les startups ne génèrent pas de chiffre d'affaires, elles n'ont pas assez de fonds propres en commercialisant elles-mêmes ou en développant leur chiffre d'affaires. Et donc, le seul moyen pour elles d'obtenir des fonds propres, c'est d'aller lever des fonds. Okay. Et donc, quand elles lèvent des fonds, elles vont lever, je sais pas, moi, 500, 1 million, 2 millions. Là, elles vont avoir des fonds propres. Et à ce moment-là, vu que les aides publiques ne dépassent pas le montant des fonds propres, là, elles peuvent aller chercher des aides directes derrière. Okay. Et généralement, comment ça se passe? C'est dans quel ordre? C'est d'abord on lève les fonds et puis ensuite on va faire le levier, ou parfois on peut déjà avoir le levier et aller chercher des fonds? Et l'idéal, c'est d'avoir les fonds. Après, il n'y a pas de... on va dire que nous, ce qu'on préconise, ce que je vois souvent, c'est que quand les discussions sont plutôt bien avancées avec le fonds, que on est pendant les due diligence, par exemple, à ce moment-là, il peut être intéressant de commencer à regarder les aides publiques. Parce que si on va trop tôt et qu'on ne lève pas les fonds, on n'obtiendra pas l'aide. Ouais. Et j'ai déjà eu le cas d'une start-up qui a été lauréate d'un appel à projet. Okay. D'ailleurs, je crois que tu la connais. Oui. Justement, qui a été lauréate d'un appel à projet, d'une subvention de plus de 700 000 euros. Okay. Donc, ils ont passé du temps, ils ont monté le dossier, c'était top, ils étaient très contents, ils sont lauréats. Et on leur a dit, très bien, vous pouvez toucher 700 000 euros. Donc, ils ont dit, très bien, donnez-les-nous. oui, mais c'est conditionné. Mais par contre, il faut que vous ayez au moins 500 000 euros dans l'entreprise. Ouais. Et là, ils m'ont dit, on les a pas. Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs, je te les ai réadressés pour que tu les aides à lever. Et c'est en bonne voie. On peut annoncer que c'est en très bonne voie. J'ai eu un rendez-vous avec eux tout à l'heure et un potentiel corporate qui serait très intéressé justement pour monter au capital. Donc, hyper intéressant. Il y a peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent. Pour continuer sur cet aspect financement non dilutif, on entend, comme par rapport au levée de fonds, on entend toujours des rumeurs, des idées reçues. C'est quoi, toi, les 2-3 idées reçues que tu as en tête quand on parle de financement non dilutif? Donc là, comme ça, donc les 2-3 idées reçues, c'est que... Alors, j'ai 2 opposés. J'ai ceux qui me disent, qui sont très pessimistes, j'ai le droit à rien, c'est compliqué, non, je pense que je suis pas éligible, non, j'y ai pas le droit, j'ai pas ce qu'il faut. Et d'autres, justement, qui sont très optimistes, qui répondent pas aux critères et qui pensent pouvoir avoir le droit à tout parce qu'ils se disent, je suis une start-up, j'ai une idée géniale et donnez-moi de l'argent. Ouais.
Et non, ça fonctionne pas comme ça. Donc c'est souvent ça les deux grosses idées reçues que j'ai. Ok. C'est que soit ils pensent qu'ils n'ont droit à rien, alors que potentiellement si, et l'inverse, ils n'ont rien et ils pensent qu'ils ont droit à tout. Ouais, Et j'ai le cas d'une startup qui venait d'être créée. Il était tout seul. Alors il avait une super idée. Mais il me dit, voilà, moi Alexandre, je veux aller chercher telle aide. Donc ça, je vais chercher un concours Innov, 800 000 euros. Puis après, derrière, je vais faire un EUC Accelerator, 2 millions d'euros. Et il a concouru à tous les appels à projets en même temps. Malheureusement, il s'est fait shooter sur tous les appels à projets. Pas parce que le projet était pas bien, mais la maturité du projet était Ouais, pas... c'est ça. Parce qu'aussi, il y a une question de maturité de projet sur les aides. On ne peut pas les demander 800 000 euros sur juste quelque chose qui n'est pas encore créé, qui n'a pas de POC, il n'y a pas de MVP, il n'y a pas de client, il n'y a pas de traction. Et ça, c'est des choses que les startups elles doivent garder absolument en tête. C'est que, dites-vous, que les aides publiques, ça reste des financeurs. Et que derrière, ils investissent sur une entreprise à en devenir ou à croître. C'est ça. Et c'est pareil pour les investisseurs privés. C'est de l'investissement. Donc, on n'investit pas pour les beaux yeux du fondateur. On veut de l'attraction. On veut qu'il y ait un vrai problème qui soit résolu. Et on veut évidemment que la startup puisse grandir au fur et à mesure. Et j'imagine que pour l'État, qui est derrière quand même pas mal de ces aides, il y a quand même un objectif, peut-être même géopolitique, de faire rayonner la France sur la scène internationale grâce à ces futures licornes. Hein. Bah, c'est sûr que c'est un enjeu, notamment aussi de souveraineté, notamment par rapport à l'intelligence artificielle. Aussi, aujourd'hui, tu parles du contexte géopolitique, mais notamment sur le secteur de la défense. Ouais. Aussi, il y a énormément de choses qui sont mises en place et de dispositifs qui sortent justement pour financer des entreprises dans le secteur de la défense et de la souveraineté. Mais effectivement, il y a un intérêt aussi économique et voire parfois local. Si on prend un exemple, tout à l'heure, on a parlé de la bourse French Tech, qui est une première aide. Mais en Ile-de-France, il existe 3 types d'aides quand on commence. C'est la chance de la région Ile-de-France. Il y a le FPI, qui est l'équivalent de la bourse French Tech, mais au sein de Paris Intramuros. Donc, ce sont des entreprises qui sont incubées dans des incubateurs labellisés à Paris, qui peuvent prétendre à ce dispositif-là. Donc, c'est un cofinancement entre BPI et la ville de Paris. Donc, pour pouvoir y prétendre, par exemple, il faut qu'il y ait un impact pour la ville de Paris. Ok. Et pareil, sur un dispositif qui s'appelle l'InnovUp, qui est un dispositif cofinancé avec la région Île-de-France. Et pour pouvoir y prétendre, il faut qu'il y ait aussi un intérêt pour la région Île-de-France, que ce soit en termes de croissance de chiffre d'affaires, mais aussi que ce soit en termes de recrutement. Ouais, de création d'emplois. Exactement. Et aussi d'intérêt potentiel, direct ou indirect, pour la région. Par exemple, une entreprise qui crée une start-up de mobilité pour faciliter les transports en Île-de-France, elle a de fortes chances d'avoir un financement de la ville de Paris ou un cofinancement de la région. Ok. Et après, chaque région a ses spécificités. Donc, est-ce que potentiellement, moi qui monte une start-up et je vois qu'il y a à Marseille une aide spécifique, est-ce que je peux dire, ok, mon siège, je vais le bouger et je vais le mettre à Marseille? Oui, j'ai déjà vu le cas d'entreprises justement industrielles qui étaient basées à Paris et qui se sont délocalisées dans le Grand Est, qui ont un super réseau qui s'appelle Quest for Change. Justement, c'est tout un réseau d'innovation, de différents incubateurs à travers tout l'axe Strasbourg, Metz, Nancy, Reims. Et justement, il est parti s'installer dans la région Grand Est parce que les financements régionaux sur les sujets industriels étaient plus intéressants que sur d'autres régions. Ok, hyper clair. Tu parlais tout à l'heure de certains secteurs, notamment la défense, on peut penser aussi à l'IA en ce moment. Comment toi tu as vu ces différents marchés évoluer et notamment les aides évoluer au fur et à mesure des années? Est-ce que c'est si flagrant que ça? Oui, c'est très très flagrant parce qu'il y a 2 ans, j'avais beaucoup de projets que j'accompagnais sur de la partie crypto-monnaie, sur de la partie NFT. Et aujourd'hui, c'est vrai que je vois principalement beaucoup plus de deep tech, notamment sur les space tech, donc tout ce qui est dans le spatial, dans la défense. Et aujourd'hui, 80% des financements publics, donc en tout cas des aides publiques, sont attribués à des entreprises dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ok. Donc l'État a quand même une sorte de roadmap à suivre aussi avec tout ça. C'est ça. Et d'ailleurs, justement, avec les levées de fonds qui aujourd'hui, les temps pour lever sont de 18 à 18 mois à 2 ans aujourd'hui pour lever des fonds, bah justement, pour pallier à ça, BPI a lancé le plan Deep Tech qui, justement, permet d'augmenter les tickets d'aide et justement à créer des programmes spéciaux pour justement aider et financer ces entreprises deep tech qui
la définition du deep tech, c'est une entreprise avec une rupture technologique forte, avec une mise sur le marché longue. Ouais. Et donc là-dessus, une entreprise qui ne peut pas se permettre d'attendre 2 ans pour lever des fonds, il faut que les aides deep tech soient beaucoup plus conséquentes. Et d'ailleurs, on le voit sur les aides deep tech, par exemple la bourse French Tech Émergence, donc pour les startups qui viennent d'être créées, qui sont deep tech, la bourse French Tech Émergence va jusqu'à 90 000 euros. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Et généralement, en plus, ces entreprises-là peuvent aller ensuite derrière concourir à ce qu'on appelle le concours iLab, qui peut aller jusqu'à 600 000 euros de financement. Ok, incroyable. Nous, de moyenne, sur les concours iLab, sur les entreprises, historiquement, on obtient généralement 250 000 euros. C'est la moyenne des financements. Mais en tout cas, ça peut aller jusqu'à 600 000 euros. Incroyable. Toujours dans ce contexte un petit peu lié à l'État, on a entendu beaucoup parler sur la dernière année de la loi de finances. Qu'est-ce que ça change, la loi de finances 2025, pour les startups ? Alors, ce que ça change, c'est surtout sur les dispositifs fiscaux, notamment. On va commencer par les mauvaises nouvelles. C'est que sur le crédit impôt recherche, il y a eu un impact. Donc, les frais de fonctionnement ont été abaissés à 40%. Okay. Alors, qu'est-ce que les frais de fonctionnement ? Donc, dans le crédit impôt recherche, comment vous calculez la dépense que vous pouvez récupérer ? Vous prenez le salaire brut chargé patronal, auquel vous ajoutiez 1,43 de frais de fonctionnement. Donc, 43% de frais de fonctionnement. Vous le proratisez au temps passé de R&D et vous récupériez 30% de cette somme-là. Donc, sur un exemple concret, si je prends un salaire à 50 000 annuels brut, ça te coûte 70 000 euros en France en tant que patron. Tu proratisais à 80% du temps. Alors, pourquoi 80% du temps ? C'est que c'est compliqué de valoriser 100% de R&D. Moi, en tant que commercial, j'aime bien prendre 80% pour laisser une fourchette. On peut monter jusqu'à 93%, vraiment sur un docteur qui fait que de la recherche. Et là-dessus, vous mettiez ces 1,43 de frais de fonctionnement. Et donc, ça vous permettait de vous appliquer 30% et vous récupériez 24 000 euros. Ok, incroyable. Et donc là, avec ces 1,40, pour la même chose, vous récupérez 23 500 et quelques. Okay, donc il n'y a pas une grosse perte sur les frais de fonctionnement, mais vous le multipliez par le nombre de salariés, ça commence à faire un manque à gagner. Ok. Il y a d'autres mauvaises nouvelles ou Il y a d'autres choses. Donc ça, c'était la plus douce sur le crédit impôt recherche. La deuxième, c'est qu'il y a la perte du statut jeune docteur. Et ça, par contre, ça fait très, très mal aux startups et surtout au recrutement des docteurs et des jeunes docteurs. Donc le statut de jeune docteur, est-ce que tu as besoin que j'explique ? Ouais. Je pense que ça peut être utile. Non, le statut de jeune docteur, c'est que quand un doctorant vient d'être diplômé, quand il travaille dans son domaine de recherche, pendant les 2 premières années, il bénéficie du statut jeune docteur automatiquement. Ce qui permet peut-être de payer moins de charges sur son salaire. Exactement. Donc en gros, sur un jeune docteur à 50 000 annuels bruts, valorisé à 93% de son temps, il vous coûte 0. Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle le doublement des dépenses. Donc au lieu de prendre du 1,4 pour les charges patronales et du 1,43 pour les frais de fonctionnement, on prend 100%. Ok. Et donc ça, on le perd. Ça n'existe plus. Le statut de jeune docteur n'existe plus. D'ailleurs, il y a des pétitions qui sont en cours, justement, pour essayer de faire... c'est quand même incroyable. D'annuler cette... C'est une grosse perte pour l'écosystème deep tech français, j'imagine. C'est ça, surtout pour le recrutement des jeunes docteurs. Déjà, de recruter le marché de l'emploi des docteurs est compliqué. Et donc là, c'était un des atouts d'embaucher des jeunes docteurs. Okay. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles dans cette loi de finances ? Alors, sur la dernière, entre guillemets, mauvaise nouvelle, mais c'est sur le statut jeune entreprise innovante aussi, il y a eu un impact. Au départ, pour pouvoir obtenir ce statut de manière sécurisée, donc comment déjà sécuriser le statut jeune entreprise innovante ? Nous, on préconise de déposer un rescrit fiscal. Donc, c'est-à-dire que vous envoyez un dossier à l'administration fiscale en leur demandant de valider que vous faites bien de la R&D et que vous respectez les critères de la jeune entreprise innovante. Et donc là, il y a un des critères qui est de respecter 15%. Il faut que vous ayez 15% de vos charges éligibles à de la R&D au sens du crédit impôt recherche. Donc ça, c'était jusqu'à 31/12/2024. À partir du 1er janvier 2025, il faut que vous ayez 20% de charges éligibles à de la R&D au sens du CIR. Donc ça se durcit. C'est exactement, ça devient plus dur. Enfin, il faut vraiment démontrer que vous faites de la R&D pour pouvoir prétendre à ce statut-là de manière sécurisée. Ok. Est-ce que toi, tu as eu connaissance peut-être d'abus liés à la demande de ces genres d'aides et qui pourraient peut-être expliquer le durcissement de ces critères ? Là-dessus, j'en ai aucune idée. Après, je sais que dans les pratiques, en tout cas, de manière générale, c'est plutôt bien fait.
Sauf peut-être sur le statut d'entreprise innovante où il y a très peu de rescrits qui sont déposés. Il n'y a que 30% des startups qui sont JUI qui déposent un rescrit fiscal. Ok. Donc potentiellement pour les fonds d'investissement, moi je leur dis ils financent un risque. Ouais. Mais non, il n'y a pas eu tant que ça en tout cas à ma connaissance sur les entreprises qu'on accompagne, il n'y a pas eu d'abus en tout cas en termes startup. C'est pour ça que voilà, On est un peu déçus. c'est ça, et puis il y a des lobbies, et puis surtout Paul Midi, le député, qui fait énormément de choses, justement en faveur de l'innovation et pour maintenir ces dispositifs-là. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que le crédit impôt innovation devait s'arrêter et qu'il a été prorogé. Ok. Très bien. Bon, on espère avoir d'autres bonnes nouvelles dans ce sens dans les prochains mois et prochaines années. On va parler un petit peu de ton métier et de ce que tu proposes à tes clients aujourd'hui. Et en fait, ton accompagnement. Toi, quand tu travailles avec une startup, comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est que ton métier? Alors, moi, comment je travaille avec les startups? Donc, nous, notre métier en tant que cabinet de conseil, c'est d'accompagner nos clients à faire les choses dans le bon ordre et de leur donner les bonnes pratiques. Ok. Et notamment sur les dispositifs fiscaux, leur dire à quoi ils ont droit, les aider aussi à documenter, à bien renseigner les temps, parce que c'est du déclaratif, Oui, donc c'est ça. c'est soumis à contrôle des crédits d'impôt. Et donc, on prend en charge tout cet accompagnement, on rédige nous-mêmes les dossiers et on les accompagne en cas de contrôle. Donc justement, l'objectif, c'est de leur décharger toute cette partie-là et de manière sécurisée. Ok. Donc une partie pédagogie où on va voir ce Et qui est possible, une partie stratégie où j'imagine on va dessiner toute la roadmap, et ensuite une partie opérationnelle où là tu vas mettre les mains dedans dans le cambouis, on va dire. c'est ça. Bon, ok. C'est ça, et on vient justement aussi défendre les crédits d'impôt ou justement les aides publiques, accompagner nos clients pour pouvoir obtenir Ok. certaines aides ou justement défendre leur crédit d'impôt ou leur statut d'entreprise innovante si on juge que c'est légitime. Ouais. Et moi, à titre personnel, quand je travaille avec une startup, quand je reçois une startup, la première chose que je fais, c'est que j'essaie de comprendre ce qu'elle fait, de comprendre sa logique et de lui proposer une roadmap. Et de voir avec elle quelle stratégie on pourrait mettre en place pour justement cibler les bons dispositifs au bon moment. Mhm. Parce qu'il y a, sur les aides publiques, il faut garder en tête qu'il y a une notion de timing. Ouais. Donc ce que j'aime bien faire, c'est tu en es où aujourd'hui et t'en seras où demain. Et de planifier cette roadmap. Ok, trop bien. Et ton regard d'ancien entrepreneur sur ça, sur cet accompagnement, est-ce que ça change par rapport peut-être à d'autres personnes, même au sein de Sogedev, qui font le même métier que toi? Est-ce que toi, tu as un regard différent du fait de ton expérience précédente? Je pense que j'ai un regard différent parce que déjà d'une, d'avoir été entrepreneur, je me mets à leur place et je je me mets à leur place et je me dis, je vais essayer de leur donner les conseils les plus pertinents et même si je vais pas être dans une notion commerciale ou vente, quitte à se reporter plus tard, mais c'est surtout qu'avec mon expérience et le réseau que j'ai développé, je mets aussi en relation avec tout mon écosystème. Tu vois, par exemple, on a parlé de cette personne qui est venue me voir pour me dire, voilà, Alexandre, je comprends pas, j'ai été lauréat de 700 000 euros, mais faut que j'aille lever des fonds, je sais pas faire, j'ai entendu parler. Et j'ai dit, écoute, je connais Ellie de chez Wake Partners, je te le mets en relation et il va pouvoir t'accompagner et t'aider justement à obtenir ces financements-là. Ouais. Ou j'ai d'autres personnes, des porteurs de projets qui viennent me voir, parce que parfois j'anime des permanences au sein de la French Tech Saclay, donc une fois par mois. Donc je rencontre des porteurs de projets, donc ils n'ont pas encore créé leur start-up et qui me disent, voilà, comment ça marche, comment ça fonctionne, moi je sais pas monter un business plan. Et je les oriente par exemple vers Florent. Qu'on connaît et avec qui on a fait un podcast, et c'est vrai que c'est grâce à Florent que je te connais. Et c'est vrai que nos trois activités sont hyper liées. Donc, Florent qui est vraiment expert sur la partie business plan, toi sur la partie non dilutive, nous sur la partie dilutive. Donc, en fait, il y a des synergies qui se créent. Et en fait, généralement, nos clients passent de l'un à l'autre. Et en fait, c'est gage aussi de confiance. C'est ça. Ça. Donc, c'est trop cool. Toujours sur ton accompagnement, si tu avais deux bonnes pratiques pour les start-upers qui nous écoutent, quel que soit leur stade de maturité, quelles seraient ces bonnes pratiques? Alors sur les bonnes pratiques, moi ce que je dirais, c'est que la première chose, aux startups, c'est rester concentré sur votre projet, focaliser sur les clients, générer votre chiffre d'affaires. Les aides publiques, c'est bien, mais il ne faut pas construire son business plan en fonction des aides publiques et pas vouloir être éligible à une aide publique pour pouvoir la toucher. Et parfois, je rencontre des startups qui me disent « Ouais, mais comment je peux faire? Comment je dois développer mon… » C'est pas mon métier, c'est ton entreprise. Moi, je te dis à quoi tu as le droit
mais c'est à toi de... Faut pas que les aides publiques viennent... Dénaturé. C'est ça exactement ton projet. Et c'est super important de rester focalisé sur cette partie-là. Et ensuite, l'autre bonne pratique, c'est quand vous commencez à réfléchir à mettre en place justement ces aides publiques-là, de se poser les bonnes questions et d'avoir la même réflexion que quand on va lever des fonds privés. C'est, on sait qu'il faut des fonds, qu'il faut avoir une roadmap de R&D et un plan de financement. Ok, hyper clair. On va passer à la dernière partie de ce podcast qui est en fait un vrai ou faux qu'on a préparé avec Mathieu. Donc tu peux à chaque fois argumenter ou non en fonction de ce que tu penses. Donc je me lance et après c'est à toi. Donc il faut absolument avoir levé des fonds pour obtenir des subventions. Alors c'est vrai et faux, mais vrai parce qu'il faut quand même avoir des fonds propres. Et donc le meilleur moyen d'avoir des fonds propres, c'est d'aller chercher des fonds. Autre question, il faut absolument avoir obtenu des subventions pour lever des fonds. Non, par contre, ça peut être un bel indicateur d'avoir obtenu une subvention parce que ça montre que déjà, par exemple, vous tenez une bourse French Tech, ça montre que BPI a confiance et croit en votre projet. Et quand vous allez voir un fonds, c'est toujours bien d'avoir déjà levé une aide publique. Je suis totalement d'accord et c'est quelque chose que je conseille souvent à mes clients, d'aller chercher en parallèle des subventions et si on en a, de les mettre en avant dans le deck parce que c'est un bon indicateur et en termes de risque, parce que la levée de fonds, c'est quand même une prise de risque, c'est assez rassurant pour les investisseurs. Donc ouais, je te rejoins totalement. Pas besoin d'avoir des clients pour obtenir une subvention. C'est vrai. Pas besoin d'avoir des brevets pour obtenir une subvention. C'est vrai aussi. Totalement. Il n'y a pas besoin de brevets, c'est complètement décorrélé justement pour aller chercher une aide publique. Ok, trop bien. Monter un dossier de financement en solo, c'est du temps que tu ne consacres pas à ton produit ou à ton business. Ça, c'est vrai. Ça peut être très chronophage et on l'a vu justement avec cette startup qu'on accompagne tous les deux où il a passé beaucoup de temps à monter un dossier pour finalement ne pas toucher l'aide. Ouais. Et c'est du temps qu'il aurait pu mettre soit sur le produit, soit sur la partie commerce. Ok. Pour la BPI, un bon storytelling vaut mieux qu'un bon business plan. Je dirais que c'est faux. Okay. C'est faux parce que c'est vrai que... alors, il y a deux choses. Et je pense que sur les levées de fonds, c'est pareil. Il y a une notion de conviction et de personne. Ouais. Quand BPI j'échange avec des chargés d'affaires, effectivement, la façon dont la personne va pitcher, c'est important parce qu'on va aussi... BPI investit aussi sur la personne, mais va regarder aussi le business plan derrière. Okay. Donc, si tu as un plan de trésorerie ou en tout cas un plan de dépenses qui est complètement décorrélé de la réalité, t'as beau être le meilleur pitcher, BPI ne financera pas parce que le business plan n'est pas bon. Par contre, si t'as un très très bon business plan et que le storytelling, il est pas fou, ça se travaille. Ok, c'est intéressant comme réflexion. Prochaine question. Aujourd'hui, si t'écris IA, défense, impact, inclusif, c'est sûr que t'as toutes les aides. Non, alors là-dessus aussi, il faut le savoir, les chargés d'affaires BPI sont des ingénieurs. Mm-hmm. Et donc, quand tu as un dossier, quand vous déposez une aide BPI, c'est transmis à un chargé d'affaires qui le regarde. Et généralement, suivant la thématique que vous avez, ça va aller vers un chargé d'affaires qui a une affinité. Mm-hmm. Donc, si vous avez écrit impact ou juste intelligence artificielle pour faire joli, le chargé d'affaires va très vite s'en rendre compte. Ok. Le risque avec les aides, c'est d'en devenir dépendant ? C'est vrai et faux en même temps. C'est vrai que j'ai des entreprises qui courent après les dossiers. Ouais. Et donc, en fait, ils ne développent pas leur entreprise. Et comme ils courent après les dossiers et qu'ils ne développent pas leur entreprise, finalement, ils viennent d'avoir une aide. Le temps au lieu d'utiliser cette aide pour financer leur projet, ils vont aller chercher une autre aide et ils n'avancent jamais, en fait. Okay. Lever des fonds, c'est sexy. Aller chercher des aides, c'est un peu la honte. Non, parce que là, c'est faux, parce qu'aujourd'hui, les aides publiques ne sont pas des aides pour financer la difficulté, c'est des aides pour aller financer de la croissance. Ouais. Donc, non, je ne suis pas d'accord. Non, je dirais que c'est faux. Ok, très bien. On peut tricher sur les dépenses R&D de façon que personne ne contrôle. C'est faux, parce que les aides ne sont jamais données en une seule fois. Il y a différents appels de fonds et ça fait partie aussi de notre accompagnement, par exemple, où, par exemple, la bourse French Tech est donnée en 2 fois.
tu touches 21 000 euros au moment de l'obtention de la bourse French Tech. Et ensuite, tu touches 9 000 euros. Et pour toucher les 9 000 euros restants, il faut déjà démontrer que tu as dépensé la subvention et de montrer que tu as toujours ton programme de R&D et quelles sont tes dépenses encore que tu as à financer. Ok. Donc, attention au menteur. Tu peux gonfler l'enveloppe au départ, mais c'est pas sûr que tu touches la deuxième partie. Si tu dis que tu as un budget de 1 million et qu'en fait, tu as eu besoin que de 500 000, ils te donneront pas forcément la deuxième partie de l'enveloppe. Et j'imagine que parfois, il y a quand même des contrôles fiscaux, etc. Enfin, tout se sait. Alors, sur les aides publiques, non. Mais j'en ai déjà parlé avec une experte chez nous. Alors, je travaille pas chez BPI, mais le risque, c'est d'être blacklisté et de ne plus avoir droit aux aides. Par contre, sur la fiscalité, oui, si tu déclares n'importe quoi, effectivement, voilà, si tu veux déclarer une Porsche dans ton crédit d'impôt, si demain tu as un contrôle, va falloir démontrer que ta Porsche, elle a servi à faire tes travaux de R&D. Peut-être que tu fais des études de moteur. Non, mais on a eu une anecdote comme ça d'une personne qui a déclaré 30 Mac pour 10 personnes en R&D. Ah ouais. C'était compliqué de valoriser, de montrer qu'une personne pouvait travailler sur 3 Mac en même temps. Oui, c'est très compliqué. C'est ça. Ok, 2 dernières questions. Sans passer par un cabinet spécialisé, c'est impossible de toucher des aides. C'est faux. La France est encore un bon pays pour entreprendre. Oui. Grâce aux aides notamment ? Pas que grâce aux aides, mais avec tout l'écosystème qu'on a. Et puis, on a des super startups en France. On a de très, très belles licornes. On a un écosystème magnifique. On a une association comme la French Tech qui intervient énormément, qui fait beaucoup d'actions. Les aides publiques en font partie. Ouais. Non, on a un bel écosystème. Ouais, on a un super écosystème. Les écoles s'y mettent aussi. Enfin, non, la France, pour entreprendre... on est envié, on est copié. Par exemple, au Brésil, ils ont mis en place le crédit impôt recherche inspiré de la France, par exemple. C'est top. Et puis, il y a aussi toute la dimension européenne, grâce à la France, qui commence à prendre de l'ampleur. Moi qui travaille avec des startups dans toute l'Europe, je sens que il y a quand même cet élan européen qui est en train de se créer. Et ça, c'est quand même top. Toi, tu le ressens. Et est-ce qu'il y a aussi des aides au niveau de l'Europe à aller chercher ? Alors, il y a des aides au niveau de l'Europe qui sont sur des projets assez conséquents et assez mûrs, voire très mûrs. Ce qu'il faut avoir en tête quand on va à l'Europe, c'est qu'il y a énormément de lobbies et qui, parfois, on peut avoir le plus beau projet, mais qui n'est pas financé parce que, malheureusement, il n'est pas dans les thématiques. Et j'ai eu l'exemple d'une start-up qui avait un super projet d'hydrolienne, sauf que les lobbies étaient surtout portés vers l'hydrogène à ce moment-là et que malheureusement, son projet n'a pas été retenu. Ouais, donc là, pour le coup, il faut vraiment être dans les clous. Ok, pour finir cette interview, on sera tous les deux jurys du concours Dessine-moi une licorne avec le cabinet d'expertise comptable Rechi en juin, il me semble, le 16 juin. Qu'est-ce que toi, tu attends des startups qui vont venir ? Moi, j'attends des startups qu'elles m'en mettent plein la vue et que je prenne une claque, quoi. Et puis de découvrir des super projets. De l'innovation. C'est ça. Et puis d'avoir l'énergie. Moi, j'adore. Moi, j'adore l'émission Qui veut être mon associé. Et parfois, je vois certains de mes clients qui peuvent y passer. Et quand je les vois pitcher, je les appelle, je fais « Oh, c'est trop bien, ton passage, oh, top, t'as réussi à lever, trop bien. » Ouais, c'est fou. Ouais, mais j'adore. Non, c'est génial. Trop bien. Écoute, on se reverra à ce moment-là. Merci beaucoup pour cet échange, c'était hyper instructif. Je pense qu'on a appris plein de choses et hâte de continuer à travailler avec toi parce que c'est quand même une super collaboration. Donc, merci beaucoup, Alexandre. Merci à toi, Elise. Et à bientôt.